Bonjour à tous, un nouvel épisode consacré à la discipline budgétaire européenne du traité de Maastricht en 1992 au traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance en matière budgétaire, le fameux TSCG de 2012. La discipline budgétaire européenne est en effet bâtie sur deux critères, deux contraintes qui sont imposées aux États membres de l'Union européenne, deux critères prévus avec le traité de Maastricht en 1992 et qui imposent à chaque État de limiter son déficit public à hauteur de 3% de son PIB et de maîtriser son endettement public à hauteur de 60% de son PIB. L'étude de ces contraintes, ce fameux 3%, ce fameux 60%, feront l'objet chacune d'une vidéo dédiée, vidéo à venir, vidéo 18 et 19, qui nous permettront d'avoir une approche assez chiffrée, en tout cas géographique, de cette situation budgétaire au sein des États membres de l'Union européenne. Il faut maîtriser à ce stade qu'au non-respect de ces contraintes du 3% et du 60% du PIB, les textes européens ont associé une discipline budgétaire, c'est-à-dire un panel de sanctions qui a vocation à s'appliquer dès lors que les États ne parviennent pas à s'inscrire dans le respect de ces obligations. Dans le cadre du traité de Maastricht, tout d'abord, ce panel de sanctions qui a été prévu s'établissait en 5 niveaux. L'État qui ne parvenait pas à maîtriser, à limiter son déficit public à hauteur de 3% du PIB, pouvait successivement faire l'objet tout d'abord d'une recommandation qui pouvait être non publique, devenir publique selon le choix des autorités européennes, en tout cas une recommandation qui avait valeur d'avertissement à l'égard de l'État concerné, recommandation à la suite de laquelle une mise en demeure pouvait être adressée à l'État si celui-ci n'avait pas pris les mesures nécessaires pour rétablir sa situation budgétaire. Recommandation, la sanction de premier niveau, et la mise en demeure, sanction de deuxième niveau, qui là prend l'image, en tout cas s'apparente à un avertissement puissance 10, puisque là est fixé un délai à l'État pour rétablir sa situation budgétaire. La mise en demeure est donc beaucoup plus incisive que ne l'est la recommandation. S'ensuivent 3 autres sanctions de type financier qui permettent successivement tout à la fois de restreindre l'accès aux emprunts à l'État concerné, qui permettent de lui infliger une astreinte qui peut se transformer, dernier niveau de sanction possible, en une amende. Pour un bref rappel, la notion d'astreinte, c'est une condamnation au paiement d'une somme d'argent tant que l'État n'a pas rétabli sa situation. On fixe généralement un délai pour ce faire, avec la possibilité à terme pour l'État de récupérer le montant de l'astreinte s'il a fait effectivement preuve de bonne volonté sur le sujet. A l'inverse, l'amende, c'est une perte sèche et définitive, contrairement à l'astreinte. L'amende est versée et perdue, définitivement perdue et versée au profit du budget de l'Union européenne. Il faut savoir qu'au lendemain du traité de Maastricht en 1992, 12 États sur les 15 qui composaient alors l'Union européenne ont fait l'objet d'une recommandation. Preuve s'il en est, en tout cas en 1993, de la délicate situation budgétaire dans laquelle se trouvaient 12 des 15 États membres de l'Union européenne. Relevons également cette particularité, toujours dans le cadre du traité de Maastricht, que cette discipline budgétaire européenne a vocation à se déclencher dès lors que le critère tiré du non-respect du 3% du PIB pour le déficit public n'est pas respecté. En effet, un État pouvait tout à fait afficher un taux d'endettement public au-delà des 60% du PIB. Aucune sanction n'était alors envisagée parce que le texte ne le prévoyait pas, dès lors que cet État respectait par ailleurs la contrainte du 3% du PIB. Ce sera là effectivement une lacune à laquelle on va remédier avec le TSCG dont on va parler dans un instant. Toujours est-il que, faisons un petit bond dans le temps, nous sommes en 2004. En 2004, situation délicate, situation budgétaire délicate de la Grèce, de l'Allemagne, et de la France. En tout cas à ce point tel que la question se pose de prononcer une sanction à l'égard de ces États. La question pouvait se poser pour d'autres États. Si vous avez le fascicule chiffré, vous pouvez constater qu'au cours de cette année-là,
D'autres États affichaient déjà un déficit dépassant les 3% du PIB. Mais pour ces 3 États, on est dans une situation particulière déjà. Ils ont déjà fait l'objet d'une sanction de type 1, donc d'une recommandation. Et véritablement, leur situation budgétaire appelle les instances européennes à se pencher sur le sujet et à se questionner sur la possibilité de leur infliger une amende de type 2, c'est-à-dire de leur adresser une mise en demeure. Alors, pour la petite histoire, il va falloir comprendre, et je vais faire bref, je vais résumer le sujet, que l'influence politique de la Grèce n'est pas celle de la France ni de l'Allemagne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la France et l'Allemagne ont œuvré pour éviter une sanction de type 2. Il est vrai que pour 2 États membres fondateurs de l'Union européenne, le fait d'être épinglé au titre d'une sanction 2 qui n'avait jusqu'alors jamais été prononcée pouvait apparaître en tout cas délicat politiquement parlant. Toujours est-il que la Grèce n'a pas échappé à une sanction de type 2. Elle est d'ailleurs le seul État à avoir fait l'objet d'une sanction de type 2 dans le cadre du traité de Maastricht, à savoir donc une mise en demeure. La France et l'Allemagne y ont échappé au prix d'une réforme du pacte de stabilité et de croissance. Alors ce pacte date de 1997, il poursuivait effectivement le dispositif disciplinaire entamé avec le traité de Maastricht en 1992. Et donc les modifications qui ont été apportées, ça a été non pas de toucher au pourcentage, le 3% de déficit public et le 60% d'endettement public sont totalement maintenus. En revanche, en termes de procédure, une évolution à constater puisque, notamment dans le cadre de la mise en demeure, des délais sont fixés aux États pour rétablir leur situation budgétaire, des délais qui étaient de l'ordre de 1 à 2 ans, des délais qui ont été doublés avec le pacte de stabilité et de croissance, c'est-à-dire que là où il fallait 1 an, il faut désormais 2 ans, et là où il fallait 2 ans, il fallait désormais 4 ans pour établir la situation budgétaire. Autre réforme prévue avec le pacte de stabilité et de croissance, la possibilité de se prévaloir de circonstances exceptionnelles pour obtenir de décaler dans le temps finalement le prononcé d'une éventuelle sanction. C'est ce dont a justifié notamment l'Allemagne, le coût de la réunification de l'Allemagne a pesé beaucoup dans son budget et a permis à l'Allemagne, sur la base effectivement de ces modifications apportées au pacte de stabilité et de croissance, de reporter, d'éviter, d'éluder le prononcé d'une sanction à son encontre. Alors, il y a bien sûr un constat opéré ici. Les 2 premiers niveaux de sanctions susceptibles d'être prononcés dans le cadre du traité de Maastricht, à savoir un avertissement puis une mise en demeure, laissent place ensuite, dès le 3e niveau, à une sanction de type financier. Il apparaît délicat de manier cette sanction financière alors qu'on a en face de nous déjà un État qui est en difficulté budgétaire. Imaginez ne serait-ce que de lui infliger une astreinte, voire une amende. On peut comprendre les réticences des institutions européennes à prononcer ce type de sanction et c'est ce qui explique d'ailleurs que dans le cadre de l'application du traité de Maastricht, on ne soit pas allé au-delà d'une sanction de type 2. Véritablement, la sanction financière, c'est peut-être une sanction trop importante à prononcer. En tout cas, on va se poser des questions sur la pertinence de prononcer une telle sanction financière à l'encontre d'un État. Le professeur Robert Herzog l'avait déjà signalé à l'occasion des hommages rendus au professeur Philippe. Il nous indique que les sanctions prévues par le traité et le pacte de stabilité sont inapplicables par leur sévérité même qui devait leur donner un caractère dissuasif et furent donc inappliquées à la première occasion où elles auraient dû être mises en œuvre. Et la question de la pertinence de ce panel de sanctions s'est de nouveau posée au lendemain de la crise financière de 2007, alors qu'on a constaté une dégradation importante de la situation budgétaire de certains États, comme la Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Portugal ou encore l'Irlande, avec des conséquences importantes. Si l'on prend l'exemple de la Grèce qui a alors été mise sous tutelle de ce que l'on a appelé alors la Troïka qui était la combinaison des instances du FMI, de la Banque centrale européenne et de la Commission européenne,
qui avait mis en place finalement un dispositif de tutelle sur l'État concerné, l'État ne pouvant bénéficier des aides versées par ces instances internationales européennes qu'à la condition de respecter un certain nombre de contraintes, en tout cas de prendre des mesures bien précises pour améliorer sa situation budgétaire. Et on en connaît les conséquences dramatiques pour le peuple grec, au travers effectivement des nombreuses mesures qui ont concerné les fonctionnaires, les retraités, au travers des pensions dont les montants ont été réduits de manière très significative, des salaires également. D'autres États ont également durement été touchés, je viens de les citer, avec là également des politiques mises en place. Et ces différentes situations, dramatiques pour certaines d'entre elles, ont conduit au fameux traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance en 2012. En fait, ce sont une succession de textes à partir de 2011, le Six-Pack, le TSCG, le Two-Pack. Pour les packs, ce sont des combinaisons de textes européens qui ont progressivement donc mis en place ce nouveau dispositif de sanctions budgétaires. Là également, on ne touche pas aux 3 ni aux 60% du PIB, mais on a revu le dispositif de sanctions. On a notamment donné une importance à un volet préventif, au volet préventif, de manière à ce que dans le cadre du semestre européen, les instances puissent avoir un œil a priori, c'est-à-dire avant même que les textes budgétaires nationaux soient exécutés, c'est-à-dire que très concrètement, lorsque les débats parlementaires vont s'engager sur les lois financières en France, lorsque les débats vont s'engager devant l'Assemblée nationale et le Sénat sur le projet de loi de finances, eh bien ce texte aura déjà été soumis aux instances européennes dans le cadre de ce que l'on appelle le semestre européen, ce qui permet de recueillir l'avis des instances européennes sur ce que devrait être le budget de la France, de manière également à ce que les instances européennes puissent vérifier que la France prend bien les mesures nécessaires pour maîtriser son niveau de déficit et d'endettement public. Un volet préventif qui se couple bien évidemment à un volet répressif, comme ça existait déjà dans le cadre du traité de Maastricht. Là, dans ce cadre-là, l'idée aurait pu être effectivement de repenser le dispositif de sanctions. Donc on se retrouve finalement sur un dispositif relativement similaire, c'est-à-dire que tout d'abord des sanctions, on va dire, d'ordre administratif ou en tout cas incitatives peuvent être prises, suivies de dispositions, en tout cas de sanctions d'ordre financier. On se retrouve effectivement avec cette possibilité d'un dépôt d'argent qui peut se transformer en une amende au détriment de l'État concerné. La nouveauté néanmoins, c'est que cette discipline budgétaire européenne peut se déclencher dès lors que l'un des deux critères n'est pas respecté. Dans le cadre du traité de Maastricht, nous avons vu que le panel de sanctions se déclenchait à partir du moment où l'État ne pouvait plus assurer la maîtrise de son déficit public, ne pouvait pas limiter son déficit public à hauteur de 3% du PIB. Désormais, et notamment donc avec le TSCG, cette panoplie de sanctions peut se déclencher, y compris lorsque l'État ne parvient pas à maîtriser son endettement public à hauteur de 60% du PIB. Alors une nouvelle discipline budgétaire qui a tardé à être mise en place, on le comprend tout à fait, au lendemain de la crise financière apparue en 2007, beaucoup d'États ont rencontré des difficultés, notamment en termes d'endettement public, nous le verrons dans la vidéo correspondante, et ce n'est finalement qu'en juillet 2016 que la Commission européenne s'est posé la question d'infliger une sanction à l'égard de l'Espagne et du Portugal. Alors une décision qui arrive à un bien mauvais moment, puisqu'en juin 2016 a eu lieu le référendum au Royaume-Uni concernant le Brexit, un référendum qui a acté la sortie de l'Union européenne de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni. La Commission a finalement renoncé face notamment au remous suscité par cette perspective de sanctions infligées à ces deux États. Pierre Moscovici, qui était alors commissaire européen, avait alors salué cette décision, estimant que cette approche punitive n'aurait pas été la meilleure au moment où les peuples doutent de l'Europe. Alors bien évidemment, on va regretter de nouveau, c'était déjà le cas dans le cadre du traité de Maastricht, cette critique se retrouve avec le TSCG, le caractère financier des sanctions qui peuvent être prises à l'égard des États,
Il apparaît, on l'a vu tout à l'heure, difficile de penser une sanction financière à l'égard d'un État qui est déjà en difficulté budgétaire. Il y avait néanmoins une solution qui aurait pu être envisagée, c'est-à-dire alors que l'on a bien conscience que la sanction financière ne peut pas être une réponse à apporter aux difficultés rencontrées par un État, cela aurait été de remplacer cette sanction financière par une sanction politique, c'est-à-dire d'envisager de supprimer, de suspendre le droit de vote de l'État concerné au sein des instances européennes. Pour des raisons politiques évidentes, beaucoup d'États se sont opposés à cette, ou en tout cas sont opposés à cette possibilité d'une sanction de type politique. Et c'est ce qui explique que le TSCG n'ait finalement pas remédié au dysfonctionnement et aux insuffisances du traité de Maastricht. Alors voilà pour cette présentation générale de la discipline budgétaire européenne. Bien évidemment, cette étude ne va pas sans une approche beaucoup plus fine de la situation de déficit public de la France et des États membres de l'Union européenne. Même chose pour l'endettement public, avoir un visuel sur le niveau d'endettement public de la France et des États membres de l'Union européenne. Ce sera l'objet de la vidéo 18 puis 19 respectivement pour le déficit et l'endettement public. Là également en s'appuyant sur le support chiffré qui est à votre disposition sur la plateforme de l'université. Et je ne peux donc que vous renvoyer à ces deux vidéos à venir pour approfondir encore vos connaissances sur le sujet.